Bonsoir mesdames, messieurs. Je vous remercie de votre présence ce soir à l'occasion de cette nouvelle conférence pour le programme 2014 dans le cadre du programme de soutien aux aidants familiaux que propose le CCAS de la ville de Nouméa depuis 2012. Nous sommes cette année à notre 7e conférence. Donc cette année, nous avons pour la première conférence le thème de la bientraitance de l'adulte âgé. Donc ce soir parmi nous, nous avons des professionnels, des familles, des aidants, des étudiants, un public intéressé par le sujet. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter à intervenir, à échanger avec le docteur Coutel ce soir. Ce que je veux vous rappeler, c'est que ce programme de soutien aux aidants familiaux, il comprend ce cycle de conférences qui a pour objet de donner des informations, de répondre à vos questions sur des thématiques qui ont été choisies pour 2014, mais le CCAS propose aussi d'autres actions pour soutenir les aidants familiaux. Donc il peut s'agir de consultations avec un professionnel, de la présence d'une auxiliaire de vie qui peut, si nécessaire, venir auprès des familles pour leur accorder un temps de répit, peut-être le temps de prendre le temps de voir avec des services pour des interventions plus régulières. Nous avons aussi pour projet de mettre en place des ateliers cuisine pour les aidants familiaux. Donc nous allons prochainement lancer une campagne d'information au moyen de flyers et de diffuser. Donc cet objectif, ces ateliers cuisine ont pour but autour de tout ce qui a trait à l'alimentation, à la prise des repas, dont on sait que pour certaines personnes, certaines maladies, ça peut être difficile et vecteur de souffrance pour l'aidant, mais aussi pour la personne malade, âgée, voire en situation de handicap. Donc l'idée avec une diététicienne, c'est vraiment sur des ateliers de travailler sur les textures, sur la nature des aliments qui seraient favorables à ce que les repas se passent bien. Nous avions eu l'année dernière sur l'alimentation une intervention de Madame Dunet au mois de juin autour de ces questions de l'alimentation. Voilà. Donc le CCAS est à votre disposition pour éventuellement vous orienter, répondre aux questions qui pourraient se poser à vous. Voilà, je crois que pour ce soir, j'ai tout dit, hormis que je vais présenter Madame Coutel, qu'une majorité d'entre vous connaissent. Donc, Madame Coutel est praticien hospitalier de médecine polyvalente gériatrique depuis 20 ans au CHS. Elle est chef de service du centre de gérontologie clinique au CHS Albert Bousquet, et donc de 1996 à 2000, et depuis 6 ans, elle est responsable de l'unité Alzheimer. Voilà, donc je vous laisse entre de bonnes mains. N'hésitez pas surtout à échanger, à intervenir, à poser des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'est bon, voilà. Donc bonsoir, ça y est, je suis présentée. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, effectivement, je m'occupe de gériatrie depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc on m'a demandé ce soir d'intervenir sur la bientraitance de l'adulte âgé. Moi je préfère à personne âgée, je préfère dire adulte âgé, ça me convient mieux. Et en fait, quand on m'a dit bientraitance, comme tout le monde, j'ai une notion de la bientraitance, de la maltraitance. Et quand on m'a dit plutôt la bientraitance de l'adulte âgé, je me suis dit, on est dans le politiquement correct. Et c'est pour ça qu'on parle de bientraitance. Et donc en creusant un peu le sujet, parce que finalement, comme tout le monde, ce qu'on pense savoir, on ne le maîtrise pas complètement, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une différence entre bientraitance et maltraitance, que l'un n'allait pas sans l'autre, comme on va le voir après, mais que quand on parlait de bientraitance, on parlait de quelque chose de très spécifique. La maltraitance est une chose définie, mais la bientraitance aussi. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, ma présentation est un petit peu courte. Enfin, moi, je la trouve un petit peu courte. Mais en même temps, je pense que ce qui est intéressant, c'est le débat qu'on peut avoir après concernant ce sujet. Alors, la bientraitance, ici, on va parler de l'adulte âgé. On va aussi parler de maltraitance, mais en général, ça s'adresse à toute personne fragilisée, que ce soit des enfants,
ou que ce soit des handicapés, c'est vrai que c'est une notion quand même qui touche un grand nombre de personnes et pas que l'adulte âgé. Alors, en faisant des recherches, parce que j'ai compilé pas mal de textes, je me suis aperçue qu'en fait, la bientraitance et la maltraitance étaient des données qui étaient très très récentes. Je vous ai mis en tête de cette image une phrase. Je ne sais pas qui est Monsieur de Saint-Saulieu, je n'ai pas cherché, mais je trouvais que sa définition d'une société qui se juge à la façon dont elle traite ses personnes âgées, une société qui les délaisse, les sous-estime, les dévalorise n'a pas de sens, c'était quelque chose qui me touchait moins particulièrement et qui m'allait bien. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça en tête de cette diapositive. Donc en fait, on va d'abord parler de la maltraitance. Et la notion de maltraitance, vous voyez, est finalement assez récente puisqu'elle remonte aux années 80. Et ce sont les anglo-saxons qui, les premiers, ont parlé de cette notion. En 87, on en a parlé pour la première fois au Conseil de l'Europe. En 95, certains connaissent peut-être ALMA France. ALMA, c'est une association qui lutte contre la maltraitance des sujets âgés, des personnes âgées. Cette association est née en 1995, donc si on regarde bien, c'est quand même très très récent. En 2000, on a vu apparaître les premiers rapports sur la maltraitance des adultes âgés. Parce qu'on a parlé de maltraitance au départ pour des handicapés, souvent des handicapés cérébraux, où on en a parlé pour des enfants, mais les adultes âgés n'étaient pas concernés. Donc si on se réfère à ces dates, c'est quand même une notion qui n'a qu'une quinzaine d'années. En 2006, il y a eu la première journée mondiale contre ce fléau. Et en 2007, il y a un plan des mesures que le gouvernement a sorti qui était pour agir contre la maltraitance des adultes âgés. Et en 2008, on voit arriver cette notion de bientraitance, en fait, avec en particulier ce que l'ANES a fait passer dans tous les hôpitaux de France. C'est une agence qui, en fait, travaille et lutte pour l'évaluation et la qualité des établissements, que ce soit des établissements médicaux ou des établissements médico-sociaux. Et en particulier, ces définitions et repères de 2008 sont très instructifs. Alors c'est un gros pavé à compulser, mais qui reprend vraiment point par point tout ce qu'on peut rencontrer dans un établissement, que ce soit l'hébergement, que ce soit la qualité des repas, que ce soit le soin, que ce soit les animations, tout est listé, repéré. Et c'est un gros guide qui effectivement permet de se situer, de s'auto-noter, de s'auto-évaluer, et puis après de mettre en place un plan d'action avec peut-être des actions à prioriser quand on s'aperçoit que sur un secteur on n'est franchement pas bon. En général, c'est celui-là qu'on priorise. Après, on peut éventuellement, s'il y a des secteurs où on peut être dangereux et effectivement maltraitant, puisque là on parle de bientraitance, mais quand on n'est pas bientraitant, on peut aussi devenir maltraitant. Donc ce petit guide-là est extrêmement intéressant et très facile à récupérer. On le récupère sur Internet. Et en 2010, la Société de gérontologie, en fait, a sorti un numéro entier par le biais de la Fondation nationale de gérontologie, en repensant le soin à travers la bientraitance. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un petit pavé à lire et à compulser, mais qui est très très intéressant parce qu'il pose la question du soin jusqu'à où on peut aller dans le soin à un adulte âgé sans devenir effectivement maltraitant. Est-ce qu'on doit imposer des soins quand une personne refuse? Quelle est la limite? Et c'est souvent le débat et les questions qui sont posées par les acteurs au quotidien. Enfin, c'est souvent moi la question qu'on me renvoie.
c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on reste bien traitant et quand est-ce qu'on devient maltraitant. Et ça n'est pas une question facile et je ne sais pas si c'est une question auquel on peut répondre. Je pense que c'est individuel, chaque cas est personnel, individuel à un moment donné et il n'y a pas de réponse unique. Alors quand même la maltraitance, ben, ça reste un sujet tabou et c'est vrai qu'on préfère parler de bientraitance. Alors, je vous ai mis quelques définitions de ce qu'était la maltraitance. Le Conseil de l'Europe, effectivement, en 2007, pendant les années 2007-2010, avait défini ça comme tout acte ou omission commis par une personne si elle porte atteinte à la vie d'autrui ou à son intégrité corporelle ou psychique ou à sa liberté, ou si elle compromet, alors ça c'est pour les sujets plus jeunes en fait, le développement de sa personnalité ou si ça nuit à sa sécurité. Moi, je préfère la deuxième définition qui peut-être effectivement est plus spécifique à l'adulte âgé, qui est toute souffrance qui est exercée sur un adulte âgé, qui met en danger son bien-être physique, son bien-être émotionnel, mais aussi son bien-être spirituel ou social. Donc vous voyez que la maltraitance touche des domaines qui sont très très étendus. On n'est pas simplement dans le bien nourri, bien logé, bien vêtu. Donc les formes de maltraitance, ça n'est pas simplement de la maltraitance physique ou sexuelle, comme on peut voir également, c'est plus rare, mais ça existe. Les abus financiers, la négligence, l'intimidation, la domination, effectivement la discrimination, que ce soit de race, de sexe, ou l'auto-négligence en fait, de laisser les gens se négliger et ne pas intervenir. Alors l'association des petits frères des pauvres, elle, est revenue en disant que effectivement ces malveillances qu'on pouvait rencontrer chez des adultes âgés qui sont souvent isolés, c'est des petits gestes anodins, c'est des petites choses. C'est difficile d'en faire la preuve, c'est un peu invisible, c'est la parole de l'un contre l'autre, et puis on sait bien que parfois les adultes âgés, comme ils perdent un petit peu la mémoire, ils peuvent se sentir persécutés sans l'être vraiment, ou être réellement effectivement maltraités par un tiers, et puis qu'on mette ça sur le compte du grand-père ou de la grand-mère qui perd un petit peu la tête. Donc c'est toujours toute la difficulté. Alors c'est toujours des petits actes à la limite de la légalité. Donc c'est vrai que toutes ces définitions, elles nous renvoient à des actes qu'on peut qualifier de maltraitants quand on est dans l'abus financier, quand on est dans la maltraitance physique, quand on est dans l'omission de soins. Effectivement, on est dans la maltraitance. Et c'est vrai que pour le public, souvent on pense maltraitance, mais quand on la pense souvent effectivement en maltraitance physique ou en abus financier, ou ça peut être la maltraitance physique, ça peut être aussi des injures, ça peut être des coups, ça c'est plus rare, mais il faut toujours avoir à l'idée que ça existe. Mais la maltraitance, ça n'est pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer effectivement comme forme de maltraitance? La maltraitance psychologique. Et vous voyez, on va voir, parce qu'on va reprendre point par point, mais que ça va très loin et qu'on peut tous s'interroger, en particulier nous les professionnels de santé, on peut tous s'interroger effectivement sur notre propre maltraitance ou la propre maltraitance de notre institution. La privation de visite sont les horaires de visite dans les établissements, y compris à l'hôpital. Les chantages que certains font, comme on fait un peu avec les enfants, mais en disant si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Les propos humiliants, que je pense sont plus rares, mais qu'on peut rencontrer et qui peuvent être insidieux, effectivement. Quand une personne est maltraitante, par exemple en institution,
quand elle va avoir des propos humiliants, elle les aura pas face aux autres. Ça sera dans un moment de dualité. L'absence de considération, bien sûr, l'absence d'intimité. Et moi, je peux dire que ça fait 20 ans que je travaille au CHS. On a fortement été maltraitant parce que l'intimité au CHS n'a pas toujours été respectée pour les personnes et elle ne l'est pas encore, toujours. Les attitudes infantilisantes, et ça c'est chaque fois qu'on fait une animation, c'est un peu quand on fait faire certaines activités à des personnes, effectivement ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants, on ne peut pas leur proposer n'importe quelle activité et on ne peut pas les récompenser comme on récompense des enfants. Enfin, mais on croit bien faire. Quand on fait ça, souvent on croit bien faire. Donc vous voyez, la maltraitance psychologique, ce n'est pas simplement des injures ou des méchancetés qu'on peut dire à quelqu'un. Alors la maltraitance physique, c'est pareil. Bon, c'est les coups, la brutalité, la provocation à la chute, mais ça peut être les situations d'enfermement. Quand on empêche quelqu'un de sortir parce qu'on a peur qu'il tombe, on l'empêche d'aller dans le jardin. Ça peut être la malnutrition. Et là aussi, à cette malnutrition, elle peut être volontaire, mais ça peut aussi être une famille en grand état de détresse et qui peut ne pas avoir les moyens de nourrir aussi la personne. Le refus d'aide au repas, ça moi j'ai jamais constaté, mais il n'est pas rare que certaines familles se plaignent en disant quand mon proche était à tel ou tel endroit, il ne pouvait pas manger parce qu'il était fatigué et on venait lui enlever, vous l'avez sans doute entendu, moi je l'ai entendu pour ma propre grand-mère, on lui enlevait son plateau, elle n'avait pas mangé mais personne ne s'en souciait. Les soins d'hygiène qui ne sont pas faits, les mauvais soins, les excès de médicaments pour calmer un petit peu, parce que les personnes sont agitées. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de médicaments, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'excès, effectivement, limite la personne dans son envie de vie. Et que son agitation, que ses déambulations, ou que ses propos même, ça fait partie de lui et c'est à respecter. Donc quand on est en institution, c'est vrai qu'il y a toujours la difficulté de trouver le juste milieu, parce qu'en institution, on n'est pas tout seul, entre les autres patients que ça peut excéder aussi, le personnel, parce que c'est pas toujours facile, et donc le médicament, c'est à manier avec une grande modération. Ça peut être les refus de prescrire ou de donner des antidouleurs, la mise en place de contention pour éviter les chutes, les gens qu'on attachait avant au fauteuil, je crois que ça se fait de moins en moins, mais moi je l'ai connu il y a quelques années. Les barrières de lit, on ne met pas de barrière de lit à quelqu'un qui peut descendre de son lit, c'est vrai que ça peut être confortable, mais outre en plus le risque qu'une personne agitée passe par-dessus, c'est plus dangereux qu'elle passe par-dessus que de ne pas en mettre, même s'il y a un risque de chute. Alors ça, le risque de chute, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce qu'à l'hôpital, on est quand même relativement protégé par la structure hospitalière, je dirais. Dans une institution, dans une maison de retraite, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que le directeur de cette maison de retraite ou de cette institution pour personnes âgées, il est en contact étroit avec les familles. Quand un patient chute, la famille ne comprend pas. Donc on a tendance à mettre des barrières ou des contentions, ce qui est bien logique, parce qu'on veut répondre à cette famille qui pense qu'on est maltraitant, parce qu'on laisse la personne bouger avec le risque de tomber. Et c'est vrai que toute la difficulté, c'est d'arriver à expliquer à tout le monde qu'une personne qui a besoin de marcher, il faut la laisser marcher, la plupart du temps, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers, mais que le risque de chute,
il est là et il faut le respecter. Alors après, il faut protéger, il faut éviter qu'il tombe, mais c'est quand même très compliqué. On est vite maltraitant en voulant être bien traitant. Après, les maltraitances financières, c'est souvent plutôt à domicile. C'est les vols, les détournements, les extorsions sous je te rends des petits services et puis en fait je les fais payer beaucoup plus cher que ça ne vaudrait. Les escroqueries, les abus de confiance, les chantages. Je ne reviendrai pas, je ne repasserai pas, je ne vous ferai plus les courses. Là, on a vu un petit peu la gamme des maltraitances. Maintenant, qui est maltraitant? Potentiellement tout le monde, parce que la différence entre la maltraitance et la bientraitance, c'est très très ténu. Ça peut être en institution, ça peut être à domicile, on doit être toujours vigilant, toujours avoir ça à l'esprit. Est-ce que dans ce que je fais, est-ce que je suis maltraitant ou voilà, c'est pas facile. Alors, il y a eu des enquêtes de fait qui montraient qu'en fait, le plus souvent, les gens maltraitants, c'était plutôt des aidants à domicile. Mais l'aidant à domicile, ce n'est pas l'aidant qui est bien secondé, c'est l'aidant qui est lui-même en grande situation de détresse. C'est la personne qui accueille au quotidien une personne âgée qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins, qui parfois dort pas la nuit, vous prive de sommeil. Et puis vous êtes tout seul à vous en occuper et vous êtes complètement épuisé et il y a un moment où voilà, ça déborde si je puis dire. Donc à mon avis, la grande campagne à faire, c'est dans la prévention de la maltraitance, mais effectivement, c'est dans le soutien aux aidants à la maison pour pouvoir détecter le moment où ils vont craquer. Parce que moi, je le vois en consultation, les gens vous le disent, ils vous disent « je sens que je vais craquer, là, j'en peux plus ». Donc quand c'est ça, voilà, on essaye d'agir, on propose une hospitalisation de répit, un petit peu plus d'aide à domicile, enfin... on voit s'il n'y a pas un relais familial, s'il n'y a pas un proche qui peut éventuellement s'occuper de la personne pendant quelque temps. Donc je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut vraiment qu'il faut que les pouvoirs publics axent leurs actions. C'est la prévention de cette maltraitance qui peut arriver à domicile. Donc informer le public, effectivement, dire voilà, ça existe, ça peut exister. Je pense aussi déculpabiliser les gens, leur expliquer que effectivement ça peut traverser à un moment donné, on peut se sentir complètement débordé et devenir soi-même maltraité. Et effectivement, qu'est-ce que c'est la bientraitance? Parce que ne pas être maltraitant, ça n'est pas forcément être bientraitant. Et l'absence de maltraitance n'est pas bientraitance. Et j'ai découvert en préparant cette petite conférence que la bientraitance, c'était quelque chose de vraiment très particulier et de très dynamique. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer après. Alors c'est pareil, le concept de bientraitance, il est récent, il remonte aux années 80, avec tout d'abord une notion de bienfaisance à l'égard des personnes fragilisées, je dirais, qui est de essayer de ne pas faire du tort. Voilà. Essayer de maximiser les avantages et de minimiser les dommages possibles. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout bien, mais on va essayer de faire au mieux. Plus récemment, on a vu arriver la notion de bienveillance, donc qui était plus une notion d'aborder la personne fragile avec le souci de faire au mieux pour elle, de ne pas forcément faire la même chose pour tous, mais de faire au mieux pour cette personne-là à un moment donné. Winnicott était un pédopsychiatre, je ne sais pas s'il est encore en vie d'ailleurs,
parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait déjà 20 ans que je suis là et je crois que quand j'étais jeune étudiante, il était déjà très âgé. Lui, il avait introduit en psychiatrie, en pédopsychiatrie, la notion de mère suffisamment bonne. Et quand il parlait de mère suffisamment bonne, il disait c'est pas forcément la mère maternante, celle qui couvre son enfant et qui l'empêche de tout faire. C'est la mère qui s'adapte à cet enfant-là et qui adapte ses prises de position, ses actions en fonction de chaque enfant. Parce qu'il y a probablement des mamans dans la salle et celles qui ont eu plusieurs enfants n'ont pas eu 2 fois le même enfant ou 3 fois le même enfant. Les enfants sont tous différents et en plus ils arrivent à des moments différents. Et donc on ne réagit pas de la même façon avec ces enfants-là. Un enfant un petit peu plus mature, on va peut-être le laisser prendre plus comment expliquer, plus de liberté. Et puis un enfant un petit peu moins sûr de lui, un petit peu plus fragile, on sera peut-être plus vigilant aux mauvaises fréquentations. Et bien c'est un petit peu pareil aussi avec les personnes âgées. Il faut savoir s'adapter en permanence à l'état dans lequel elles sont au moment où on en prend soin. Alors, dans la notion de bientraitance, on retrouve aussi Carl Rogers, c'est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la communication et qui fait rentrer dans cette notion de bientraitance d'autres éléments, comme d'éviter les jugements de valeur, simplement observer les faits, rester toujours dans les faits, reconnaître ses propres sentiments, savoir à quel moment aussi on peut être débordé. Et du coup, ça peut peut-être permettre à celui qui est en face d'exprimer aussi ce que lui il ressent dans la relation qu'on peut avoir avec lui. Donc, avoir conscience et exprimer ses besoins propres, donc c'est écouter les autres et s'écouter soi-même, et savoir effectivement formuler ce dont on a besoin. Dans la notion de bientraitance, vous avez aussi la notion de sollicitude. Et il faut que, si vous voulez, il y ait un équilibre entre l'adulte âgé et la personne qui en prend soin. Parce qu'un adulte âgé, de par ses réactions, peut aussi rapidement être maltraitant à l'égard de la personne qui le prend en charge. Ça n'est pas aussi... On a tous des Tati Daniel en tête et des enfants qui sont épuisés parce qu'effectivement, on leur demande beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent donner et il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Alors, les anglo-saxons ont parlé de notion de care pour bien faire la différence entre la notion, le guérir. Nous, quand on parle de prendre soin dans notre médecine française, c'est une notion qui est assez récente. On était plus dans le guérir, mais on ne fait pas tellement la distinction entre les deux, le soin et la maladie, et éventuellement la guérison. Il y a aussi cette notion de reconnaissance affective et de reconnaissance de l'individu dans la société, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vieillissez et qu'effectivement vous n'êtes plus actif ou plus productif que vous n'avez pas une place dans la société, une place à garder. C'est vrai qu'on a une société qui a tendance à mettre un peu à l'écart dès qu'on n'est pas très rentable, ce qui n'était pas le cas des sociétés plus anciennes, où l'ancien restait au sein de la famille. Et donc ça, c'est important de ne pas, dans cette bientraitance, d'avoir cette notion de garder la personne dans le cercle familial, dans la vie active le plus possible. Et donc le concept de bientraitance est arrivé tard. Vous voyez, en 90, il a été employé la première fois. C'était un travail qui avait été fait sur les pouponnières, où on s'était aperçu qu'il y avait des enfants qui, sans être maltraités, finalement, n'avaient pas beaucoup d'affection, n'étaient pas particulièrement pris en soin. Alors on en arrive à la définition de la bientraitance. Et la bientraitance, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'était une démarche qui était
très positive, qui gardait, il faut garder toujours en mémoire la maltraitance parce qu'effectivement on peut ne pas en être loin, mais en même temps on va vers quelque chose de volontaire, quelque chose qui nous implique complètement dans le soin à cet adulte âgé et qui va essayer d'apporter le mieux possible à cette personne au moment où on en prend soin. Donc, les fondamentaux de la bientraitance, c'est le respect de la personne, de son histoire, de ce qu'elle a vécu, de sa place, de la place qu'elle a eue dans la société, de sa singularité. C'est effectivement un principe qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est effectivement être soucieux de l'autre, réactif à ses besoins, réactif à ses demandes, respectueux de ses choix et de ses refus. Et c'est là où ça devient difficile quand on est dans le soin, parce que jusqu'à où on peut aller pour imposer à quelqu'un, par exemple, un examen ou une chimiothérapie. Donc, valoriser l'expression des adultes âgés, leur donner l'espace, l'envie, les endroits pour que cette petite étincelle qu'ils ont quand même toujours en eux, ils puissent l'exprimer. Avoir un questionnement permanent sur ce qu'on fait, ça c'est important, c'est se remettre en question et de manière régulière, se poser la question, est-ce que je fais là, est-ce que c'est bien ou pas? Et ça demande une ouverture et ça demande aussi de ne pas être tout seul. Donc on en revient toujours un petit peu, on a vu que l'aidant qui était maltraitant, c'était souvent quelqu'un qui est isolé. Si on veut être dans la bientraitance, il faut qu'on puisse échanger en équipe, échanger avec la famille, échanger avec la personne, pour savoir où on va et avoir une petite idée de ce qu'on fait, est-ce que c'est bien ou pas. Donc c'est une démarche sans fin, c'est un questionnement permanent. Donc jusqu'à la fin de leur vie, les adultes âgés continuent de jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Donc là, il faut respecter les gens dans leur singularité, dans ce qu'a pu être leur vie. Moi, je trouvais que cette image était assez parlante. Bon, ce sont des Américaines, hein, donc... Donc, lorsque vous vieillissez et que vous avez besoin de soins et d'assistance, c'est-à-dire quand vous êtes fragile, quand vous ne pouvez plus toujours décider pour vous-même, eh bien, vous conservez le droit au respect, c'est-à-dire à la dignité humaine, à votre intégrité physique et mentale, à votre liberté de choisir et à votre sécurité. Vous conservez votre libre arbitre. Vous avez le droit à la protection de votre intimité. Vous avez le droit d'accéder à des soins de qualité, à du soutien, à des traitements adaptés. Ce n'est pas parce que vous arrivez aux urgences qu'en fonction de votre âge, on doit vous renvoyer à la maison. Vous avez le droit à être renseigné sur ce qui va vous arriver, à avoir des conseils qui sont personnalisés. Surtout, alors là c'est vrai qu'on parle du soin, mais c'est pas parce que vous êtes âgé que vous ne comprenez pas les choses et que si vous ne les comprenez pas bien, on peut les expliquer clairement à vos enfants. On peut vous les réexpliquer plusieurs fois, on peut les expliquer clairement à la personne qui vous est proche, ce qui vous permet de prendre des décisions après. Mais c'est l'adulte âgé qui garde son libre arbitre. Vous avez le droit d'échanger avec les autres, vous avez le droit de participer à la vie civique, vous avez le droit à l'éducation et aux activités culturelles, vous avez le droit de vivre selon vos convictions, vos croyances et vos valeurs, ça c'est important, et le droit de mourir dans la dignité et selon vos souhaits, avec les limites qu'impose la loi, bien sûr. Je crois qu'on est le débat des soins palliatifs et de l'euthanasie est assez... présent en ce moment dans la presse et dans les revues spécialisées. Donc pour l'instant, effectivement, c'est la législation qui prime, mais on peut
quand même mourir dans la dignité. Et vous avez le droit à réparation comme tout individu. En cas de maltraitance ou en cas d'abus ou en cas de négligence, vous pouvez porter plainte, un adulte âgé peut porter plainte, sa famille peut porter plainte pour lui, et effectivement cette plainte doit être reconnue. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions ou si... J'ai été volontairement provocatrice à certains moments, mais c'est un petit peu pour faire réagir les gens.